Le balado Saumon Québec est une présentation de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. La meilleure façon de nous soutenir et de rendre nos projets possibles, c'est de devenir membre. Cet épisode est présenté par WSP. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au balado de Saumon Québec. Bonjour Myriam. Salut Lynn. C'est le fun de se retrouver encore une fois. Et là, aujourd'hui, on parle de changement climatique. On en entend parler à toutes les sauces, mais là, dans le contexte du saumon, je pense que ça va être super intéressant. Le changement climatique, ça fait toutes sortes d'impacts sur nos écosystèmes, sur les rivières, dans les océans, changement de température, changement dans la chimie de l'eau, dans l'oxygène, dans les courants, dans la chaîne alimentaire aussi. Donc, on avait envie de comprendre, c'est-tu bon ou pas bon pour le saumon? Et puis, on a avec nous deux grands experts qui vont pouvoir nous aider à naviguer au travers ça puis à répondre à nos questions. On a d'abord en studio avec nous Céline Audet, qui est professeure émérite de l'Institut des sciences de la mer à Rimouski. Et Salut. nous, je tiens à dire qu'on se connaît depuis super longtemps. La première fois que j'ai fait mon premier emploi dans un laboratoire de biologie marine, c'était dans le labo de Céline, mais avec la chercheure qui était sa coloc de labo. C'est ça. Et puis, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous. Et on a en ligne Olivier Morissette, aucun lien de parenté, mais bonjour Olivier, qui est professeur au département de sciences fondamentales à l'Université du Québec à Chicoutimi. Tu nous entends bien? Salut Lynn. Tu nous entends bien? Salut Lynn. Je suis content d'être. Oui, je vous entends bien. Oui. Je vous perds un peu des fois. Là. Je ne sais pas si c'est la bande passante de qui est le problème. Là. Mais oui. Bon, super. Il y a peut-être un petit délai, fait qu'on va Oui, est-ce que vous s'ajuster m'entendez? dans la Fait. conversation. Quand il y a des questions qui vont vers toi, on va prendre une pause puis attendre que tu reçoives l'information avant de nous répondre. Mais oui, c'est le fun, on va avoir... c'est de l'adaptation, hein? Les changements climatiques, les tempêtes, la météo, on s'adapte comme les saumons. Mais j'aurais d'abord... merci d'être là à vous deux. Et la première chose que je veux vous demander, c'est que, bon, j'ai commencé avec ma petite anecdote, là. Céline, on se connaît depuis longtemps, mais... toi, ton parcours, t'as œuvré jusqu'à devenir professeur émérite en océanographie. Ça fait... Tu le savais-tu quand tu étais petite que c'est ça que tu allais devenir dans la vie? C'est quoi un peu ton parcours par rapport aux poissons? Puis, Par rapport aux poissons, les poissons, ça fait longtemps que je connais ça. Mon grand-père était pourvoyeur, donc ça fait quand même. assez longtemps quand même. Quand j'ai fait mon cours en bio, je dois te dire que je n'avais pas l'idée vraiment que j'allais aller sur les poissons. Je me suis simplement portée volontaire. Il y avait un prof qui demandait des volontaires pour travailler au labo, puis il travaillait sur l'ombre de fontaine. Donc, j'avais été travailler dans un laboratoire d'histologie à l'époque. Ça fait que... Puis il m'a envoyé à un congrès qui était organisé par l'OTAN. Je ne sais pas si l'OTAN fait encore ça, mais à l'époque, il organisait des congrès scientifiques. Et c'était sur l'écophysiologie des poissons. Puis j'ai eu un coup de cœur. Il y avait des gens extraordinaires qui avaient fait toute leur vie en recherche dans ce domaine-là. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis à partir de ce moment-là, ma voie était tracée. Je m'en allais en écophysiologie des poissons. Puis j'ai continué comme ça toute ma vie. Et je continue encore. c'est génial. Olivier, de ton côté, la voie, est-ce qu'elle était tracée comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé avec ce laboratoire de recherche-là à l'Université de Chicoutimi? Moi, je suis aussi, j'ai commencé dans le domaine des poissons depuis un certain temps. Quand j'étais au cégep, je me cherchais à un moment donné un emploi, là, puis j'avais beaucoup aimé mon cours de bio. J'en avais parlé à quelqu'un qui avait des contacts, puis on m'a offert un travail sur une passe migratoire. Mais là, je travaillais avec le saumon d'eau douce, la Wananiche du lac Saint-Jean, d'où je viens. Fait que j'ai passé 2 étés à compter les Wananiches sur 2 rivières, là, la rivière au saumon à Saint-Félicien, puis la rivière Mistassini à Dolbeau-Mistassini. Puis là, je comptais les Wananiches, je montais des écailles avec mon microscope, là, puis de fil en aiguille, j'ai continué à travailler avec l'écologie des poissons ici à l'UQAC, là, quand j'étais au bac, avec un professeur qui est maintenant mon collègue. Un petit tour aux études, là, puis un retour dans ma région natale à Chicoutimi, où est-ce que là, j'ai mon laboratoire puis mon poste depuis 2 ans
je travaille sur plusieurs sujets, dont le saumon atlantique, là, puis les autres poissons d'eau douce. Oui, puis en plus, je peux me permettre quand même de mentionner que Olivier assume depuis peu là, la co-direction scientifique du Centre Centre interuniversitaire de recherche sur le saumon atlantique, donc le CIRSA, qui est quand même bien connu là, de probablement de nos auditeurs, en fait, là, compte tenu que la FQSA et le CIRSA travaillent ensemble là, depuis plusieurs années. Fait que c'est le fun de t'avoir proche. Oui, puis je suis content de prendre cette responsabilité-là. J'ai beaucoup assisté au CIRSA quand j'étais étudiant. J'ai toujours dit que j'étais une espèce d'imposteur du CIRSA. Là. Je travaillais sur le Touladi, la truite grise, donc c'est pas dans tout à fait le libellé, mais on a toujours accepté les autres salmonidés au CIRSA. Fait que ça m'a fait plaisir de prendre ce nouveau défi avec notre comparse, avec ma comparse Caroline. Ouais. Ah, génial. Si on plonge dans le vif du sujet, les changements climatiques, bon, on en entend parler tout le temps dans toutes sortes de domaines. Pour le saumon ou pour votre pratique ou vos projets de recherche, qu'est-ce que vous suivez qui vous inquiète en termes d'impact du changement climatique? Parce qu'il y a la température, il y a le changement de la quantité d'oxygène qu'on a dans l'eau, il y a toutes sortes de choses, les courants. Donc, pour les saumons, là, c'est quoi les changements dans l'écosystème qui sont les plus au cœur de... Le changement climatique pour les saumons, c'est quoi exactement le plus gros facteur, là? Lequel que tu veux qui commence? Comme ça vous tente. OK. Moi, c'est sûr que la température, dépendamment des masses d'eau où ils vont être, c'est majeur. On sait, on n'a jamais fait de saumon atlantique de production en milieu naturel au Québec parce que nos eaux, l'hiver, étaient beaucoup trop froides. Donc, le sang gèle à moins 0,7 pour un salmonidé. Là, donc, ils ne peuvent pas tolérer des eaux très froides. Là, quand tu dis que le sang gèle, le saumon meurt. Là, il meurt. C'est un moins 0,7, là, parce que l'eau de mer va geler à une température plus froide que l'eau douce. Donc, c'est pour ça qu'il migre, c'est pour ça qu'il s'en va. Nos eaux, à nous autres, l'hiver, sont trop froides. Par exemple, quand il migre vers l'estuaire et le golfe. Puis en eau douce, les températures très chaudes, c'est définitivement un problème. Tu sais, la chimie... Quand on va souvent parler, oui, l'oxygène et la température, c'est directement relié, là, on s'entend. La chimie, les gens vont parler beaucoup du pH. Moi, ça ne m'a jamais vraiment inquiétée parce que j'ai travaillé une grande partie de ma vie sur les pluies acides. Puis on sait que les pluies acides, c'est un changement de pH drôlement plus important que ce qu'on voit avec les changements climatiques. On est tombé à du pH 4, 4,2 dans certaines rivières dans l'est du Canada. Puis nos salmonidés ont survécu, tu sais. Ça fait que c'est pas les petites différences qu'on voit actuellement pour les salmonidés qui, moi, m'inquiètent. La température, définitivement. Puis, Olivier... Oui. Ben, de mon côté, je suis d'accord avec Céline, là, la température, c'est effectivement un point super important. Fait que je ne redirai pas ce qu'elle a dit. Quand j'ai pensé au saumon puis au changement climatique, j'ai aussi beaucoup pensé à la courantologie là, dans l'Atlantique Nord, puis à ces zones-là que, vous savez, nos saumons, après ça, quand ils sont en recherche de nourriture, là, puis qu'ils vont grandir en mer, ben, ils grandissent au large du Labrador, au large du Groenland, dans des endroits qui sont finalement affectés par plusieurs grands courants, hein, comme le courant du Gulf Stream. Puis on voit que ces courants-là changent avec le temps, changent en amplitude, changent en force. On voit déjà les régimes de chaleur qui ont beaucoup varié dans ces zones de nourrissage là, pour le saumon. Puis je trouve que c'est une grande incertitude qu'on a présentement. Quelle va être la réaction? Parce qu'on pense à des changements climatiques, mais c'est des courants qui nous amènent aussi de l'eau chaude. Fait que s'ils diminuent en force, qu'est-ce que ça va être au nord du Labrador, puis dans les zones qui sont fréquentées par nos saumons en croissance? Je pense qu'on ne le sait pas très bien encore. Oui, puis tu sais, je pense qu'il y a un aspect, puis une des raisons pourquoi on tenait à faire cet épisode-là de balado avec vous en particulier, c'est que pour les pêcheurs, pour le commun des mortels, ce qui est complexe avec les changements climatiques et le saumon, c'est comme c'est un grand migrateur,
île, il vit dans différents endroits, dans différents types d'habitats, puis la façon dont se concrétisent finalement les effets des changements climatiques sont vraiment différents quand on parle de la rivière, puis quand on parle de, justement, l'océan, où là, il y a aussi toute une boîte, comme le dit, avec l'impact des courants, la fonte des glaces, où il y a des relations où nous, comme citoyens ou comme pêcheurs, on est moins familiers avec ces relations-là écosystémiques. Tu sais, je pense qu'on en avait parlé aussi pas mal du côté plus rivière. Tu sais, on comprend que la chaleur est vraiment un élément important. Il y a des choses qui sont en place. On comprend que c'est super important et majeur de protéger les refuges thermiques. Puis ça, c'est certain qu'il faut aller de l'avant. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. Puis là, avec la dernière année, il y a eu toute l'histoire il y a une grande mortalité qui semble se passer du côté du Golfe. Fait qu'on dirait qu'on a ouvert aussi une boîte d'intérêt de la part des pêcheurs pour mieux comprendre qu'est-ce que ça fait. Puis là, on se rend compte que notre fleuve, notre golfe vit des changements vraiment importants à ces niveaux-là. Disons, pour le vulgariser, qu'est-ce qu'on observe au niveau de la santé de ce système-là, le fleuve, le golfe, comme changement dans les dernières années, entre autres courant, température, oxygène? Je ne sais pas si on peut parler de santé ou si on peut parler d'un système en changement plutôt. Parce que, oui, il y a des... tu sais, comme on pense à l'estuaire, on pense à des zones hypoxiques qui sont plus importantes, mais ça touche le fond. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que les changements qu'on vit changent l'écosystème. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement de passer d'un système en santé ou pas en santé, mais à un écosystème différent. Puis comme on va être dans un écosystème différent, les espèces qui s'y ont adapté vont devoir probablement, soit s'ils peuvent rester dans leurs limites pour elles où elles sont bien, ces espèces-là, puis qu'elles peuvent s'ajuster, vont le faire. Puis il y en a d'autres qui vont probablement, si elles peuvent se déplacer. Donc, tous les agencements d'espèces qu'on a vont probablement changer. Ça vaut aussi pour les parasites, ça vaut aussi pour les autres, tu sais, des espèces envahissantes. Donc, c'est un système en changement. Et actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on gère un système en changement en ne sachant pas vraiment qu'est-ce qu'il va être. C'est ça le problème. Et puis, ça va tellement vite, dans certains cas, qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va avoir comme changement. Donc, on est un peu des observateurs. Je sais pas, tu sais, comme Lynn aussi, tu es dans ce domaine-là. Moi, je me vois plus comme un observateur actuellement. Puis en essayant de... des fois. Oui, puis de voir les limites des espèces qu'on étudiait, qu'on étudie, de voir si on est encore dans leurs limites d'adaptation ou tout ça. Donc, c'est ça. C'est pas un système... Je le vois pas comme un système qui devient pas en bonne santé, mais comme un système qui change à vitesse grand V, puis on essaye de voir où est-ce qu'on s'en va. Puis on va plonger dans toute cette structure-là de l'écosystème, comment ça fonctionne. Mais avant, tantôt, Olivier, tu parlais des courants, puis ces espèces de points de repère-là que les saumons vont avoir ou pas quand ils quittent leur rivière en milieu océanique. Moi, je ne suis pas océanographe physicienne, mais les derniers rapports, on parle du Gulf Stream dans l'Atlantique qui a réduit de 15 % dans la dernière décennie. Puis quand on regarde à plus petite échelle ce qui se passe dans le golfe du Saint-Laurent, le courant du Labrador, qui est ce gros courant-là d'eau très, très froide et oxygénée, bien, il a tendance à se déplacer vers le nord. Est-ce que ça, d'un point de vue physique dans l'environnement du saumon, ça déclenche des impacts ou ça déclenche des changements sur leur point de repère, sur où est-ce qu'ils vont aller, parce que l'habitat est en train de changer? Bien évidemment. Puis là aussi, moi, je ne suis pas un océanographe physicien, mais c'est sûr que, comme Céline l'a bien mentionné, hein, les espèces comme le saumon, ce sont des machines parfaitement bien adaptées à leur milieu, là, qui ont vécu des milliers d'années pour apprendre à bien utiliser les ressources. Fait que c'est sûr que ces grands changements-là vont potentiellement influencer là, plusieurs aspects de la vie du saumon. Puis, encore aujourd'hui, tous les... ce que le saumon ressent, tu sais, puis ce qu'il utilise comme indice pour revenir à la rivière, là, on en a une idée, mais on en a une idée partielle. Puis effectivement, est-ce que
est-ce que la force des courants, est-ce qu'il y a des choses qui échappent à nos sens, mais pas au sens du saumon, qui vont le déboussoler? Bien, fort probablement. Puis, on voit présentement, on a des anecdotes d'apparition de saumon dans des rivières où est-ce qu'il n'a jamais été vu avant. Là, si on se tourne dans le Labrador puis le nord du Québec, de plus en plus, on voit du saumon atlantique se pointer le nez dans ces rivières-là qui ont jamais été fréquentées jusqu'à maintenant. Fait que vraisemblablement, ces mouvements-là, est-ce qu'ils vont devenir plus fréquents? Peut-être, mais c'est sûr qu'on voit qu'il y a une réaction qui est encore imprévisible, mais qui va venir. Ça c'est à y parier. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, ces modifications-là dans les courants pourraient aussi potentiellement donc faire bouger là, géographiquement certaines zones d'alimentation, par exemple, j'imagine, dans peut-être des zones qui pourraient devenir plus productives à certains endroits, c'est moins sûr productives. Que quand tu migres en mer, c'est une migration trophique qui va essentiellement pour se nourrir. Tu sais, ça veut dire que si les proies changent, si les proies se déplacent, puis qui est en mesure de se déplacer, je veux dire, tu sais, les salmonidés, là, il ne faut pas oublier que c'est des animaux qui se promènent depuis longtemps. Là. Ils ont vécu des glaciations, là, ces animaux-là. Ils ont été dans des refuges, ils se sont redéployés. Ils sont capables quand même de se déployer. Et si les ressources changent d'endroit, tant que ces endroits-là correspondent tant que ces habitats-là correspondent aux conditions qui, eux, leur permettent de vivre en santé, de bien vivre, c'est sûr qu'ils vont suivre leur proie. Donc, tu sais, c'est certain que le changement d'association d'espèces dans les écosystèmes comme lui, migre en mer pour se nourrir essentiellement. Donc, c'est certain que les assemblages de proies vont jouer un rôle dans son déplacement. Pour moi, ça, c'est clair. Je ne sais pas, Olivier, si tu es d'accord, là, mais... Oui. Ben oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est évident, comme tu l'as dit. Il va chercher ses proies. Puis on les connaît, là, ces proies-là, hein, surtout des poissons pélagiques. Là. Donc, si les zones de productivité se déplacent, ben, il est fort à parier que les zones de nourrissage vont se déplacer aussi. Puis c'est là que le jeu qu'on joue ce matin, d'essayer de faire la prédiction, il est parfois difficile. Hein? Au large de la Norvège, par exemple, l'océan se refroidit un peu dans certains endroits. Là, le blob froid là, qui apparaît dans des zones de nourrissage des saumons européens semble diminuer la productivité. Nous, de notre côté, on semble encore avoir du réchauffement puis de l'augmentation de productivité. Fait que, comment est-ce que ça va changer les dispositions, puis qui sera les gagnants ou les perdants, entre guillemets? Ça va être à voir dans les prochaines décennies. Puis, tu sais, je trouve ça... En fait, je trouve ça le fun aussi pour le bénéfice de nos auditeurs. Puis j'ai fait ma maîtrise, en fait, sur ce genre de sujet-là, précisément, en fait, là, où j'étudiais différentes zones dans l'Arctique canadien pour essayer de mesurer avec des bases de données temporelles sur, justement, s'il y avait des zones où il y avait des augmentations de productivité, puis des zones où il y avait des diminutions de productivité. Puis c'est exactement ce qu'on avait observé, en fait. Fait que, mais j'ai souvent l'impression que dans la perception du grand public en ce qui concerne ces changements climatiques-là dans l'océan, c'est comme si c'était un grand bloc monolithique, qu'on s'en va soit partout vers une diminution de la productivité ou partout, comme si c'était égal, mais dans le fond, il y a énormément de nuances dans tout. Des nuances. Puis ce qu'il ne faut jamais oublier, par exemple, ça c'est majeur au niveau de la physio du poisson, là, du saumon, là, puis c'est les salmonidés, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Il ne faut pas que dans ces aires de migration, qu'on arrive avec des températures plus froides, hivernales, qu'à un certain niveau. Ce n'est pas un poisson qui a des protéines antigel. Ce n'est pas un poisson qui est capable de survivre à des températures très froides. Ces routes de migration sont faites en fonction des températures. Et ça, donc le réchauffement est un problème, mais d'arriver dans des poches froides, à certains moments donnés, plus froides, qu'est-ce que lui peut tolérer? Ça, c'est majeur. Il ne peut pas. Il ne peut pas physiologiquement, il est incapable d'aller en dessous d'un certain seuil. Ça, c'est majeur aussi. Puis ça, est-ce que, est-ce qu'on observe plus de genre de poche où tu peux avoir des variations plus importantes dans une saison donnée? Je ne suis pas quelqu'un qui connaît, je veux dire, je ne suis pas une océanographe, donc c'est pas vraiment de savoir quels vont être
où est-ce qu'on a des risques de refroidissement et tout ça. Peut-être qu'Olivier serait meilleur que moi, mais ce que je sais, c'est que le saumon, ce n'est pas pour rien qu'il sort de notre estuaire et de notre golfe. Il ne peut pas y rester l'hiver. Donc, il s'en va de là. Et il ne faut pas que dans les changements qui vont se poursuivre, que dans ces endroits où il se nourrit, qu'on arrive avec des poches plus froides que ce que lui peut tolérer. Ça, c'est majeur. Fait qu'on pense souvent au changement climatique en termes de chaleur. Oui, dans les eaux douces, ça, c'est majeur, là. Mais en eau marine, en eau esturienne, c'est vraiment la température basse qui est problématique pour lui. Puis ça, je ne sais pas vraiment, avec les changements de courant, qu'est-ce qui pourrait arriver de ce côté-là. Mais ça, c'est majeur. Oui, tout à fait. Puis là, moi non plus, je suis loin de ma spécialité, mais ce qu'on voit, c'est, comme tu l'as dit, là, ce qui serait la pire situation, ce serait effectivement des zones plus froides là, sur le parcours migratoire ou beaucoup d'instabilité là, qui viendraient là, causer ça, ces poches froides-là. Présentement, moi non plus, là, ma connaissance, puis je suis fort à parier que les connaissances actuelles non plus, là, les modélisations ne sont pas toutes bien affinées là, pour comprendre ces fines variations. Mais ce qu'il faut se rappeler, par exemple, c'est que quand on pense au changement climatique, le premier réflexe que le commun des mortels va avoir, c'est de parler du réchauffement planétaire. Puis oui, d'un point de vue global, c'est un réchauffement, mais ça va tellement tout modifier, les petites dynamiques. Il y a des endroits où ça refroidit, il y a des endroits où on a des hivers vraiment plus froids qu'ailleurs. On a eu un vortex polaire, là, il n'y a pas très longtemps. Il y a ces débalancements-là qui créent des poches froides ou les espèces de stops dans la route de migration des saumons qui peuvent être problématiques. T'sais, on a toujours parlé de la Norvège. Les gens demandaient souvent pourquoi la Norvège est un si grand producteur de saumon. Ils sont plus au nord et tout ça. C'est parce que leurs eaux sont juste plus chaudes. Ils ne sont jamais dans ces minimums-là que le saumon ne peut pas tolérer. Ça fait que, tu sais, quand Olivier parle qu'ils peuvent avoir ils ne doivent pas aimer ça de voir qu'ils peuvent avoir effectivement des zones plus froides aux alentours et tout ça. C'est super mauvais pour eux autres. Là. Ça, c'est clair. Puis quand on parle de stress thermique, là, on comprend que c'est vraiment le froid qui est le nerf de la guerre. Mais à partir de quand, en termes de chaleur, par exemple, on peut commencer à avoir des impacts négatifs ou des impacts sur les saumons? Est-ce que trop chaud aussi, ça peut être un problème? Oui, évidemment. Évidemment, c'est un problème pour deux raisons. T'sais. Les champignons, moi, je voyais des rivières où j'avais été à la pêche, il y avait des poissons pleins de champignons. Les champignons, ça vient avec de l'eau chaude, c'est clair. Puis c'est un animal qui est stressé. Puis en plus de ça, quand un animal qui est dans une zone plus chaude, ça lui prend, il faut qu'il utilise plus d'oxygène pour répondre à ses besoins. Tu sais, les poissons, c'est des ectothermes qu'on appelle. C'est des poissons dont la physiologie varie en fonction de la température. Leurs besoins énergétiques sont plus élevés à température chaude qu'ils sont à température froide. Puis il y a moins d'oxygène dans l'eau chaude. Mais ils ont besoin de plus d'oxygène pour réussir à répondre à leurs besoins. Donc l'eau chaude est problématique pour eux dans ce sens-là. Puis l'eau chaude va engendrer un stress. Fait qu'il ne faut pas qu'ils soient soumis à d'autres stress en plus de ça, parce que là, c'est vraiment... On sait, hein, c'est les cumuls des stress qui sont majeurs là, chez les animaux qui ne peuvent pas tolérer. Là. Et donc, c'est extrêmement problématique. Parce qu'effectivement, si tu es déjà dans un milieu chaud où tu as moins d'oxygène, mais toi, tu en as besoin d'oxygène pour remplir tes besoins, là, il ne faut pas qu'on te rajoute quelque chose de plus. Ouais. Fait que l'eau chaude est effectivement un gros problème. Mais c'est ça, dans le fond, si je comprends bien, quand même, ça devient comme plus problématique l'eau chaude en rivière parce que finalement, quand il est dans sa migration plus en mer... Ça, c'est pas un problème. C'est ça, il est soit en contact avec de l'eau froide ou de l'eau très froide, ou là, c'est là que ça peut devenir dangereux. C'est ça. Mais quand il revient, il s'en vient vers des zones plus chaudes qu'il va pouvoir tolérer jusqu'à un certain niveau, mais il faut pas que... C'est ça, là, ça devient... Si les eaux deviennent trop chaudes, puis moins oxygénées, comme je disais, ça va... Juste le fait d'être plus chaud, tu as moins d'oxygène dans l'eau, c'est juste physique. Mais lui, il a besoin de plus d'oxygène pour répondre à ses besoins. Tu sais, ça fait que déjà, il
fatigue, là. Ça fait que faut faire attention. Il ne faut pas qu'il y ait de stress supplémentaire sur lui à ce moment-là parce que ça peut vraiment impacter sa survie. Oui, puis tu sais, ça a été entre autres documenté, bien, c'est sûr, dans un contexte de pêche où on voit qu'il y a des effets comme, tu sais, ça peut être une diminution du taux de reproduction, puis encore une fois, une augmentation de taux de mortalité, fait que ça peut avoir différents aspects. Je te dirais que pour les géniteurs, peut-être tu me diras si tu es d'accord, Olivier, ou pas. Pour les géniteurs, ce qui est le plus important, c'est leur survie. Je veux dire, souvent, les gamètes vont être arrivées à maturité pas très longtemps. Oui, ça va jouer à la fin de la maturité des gonades, mais disons, sur le taux de fécondité, je suis pas sûre que ça va avoir un énorme impact, mais c'est sûr que sur la survie du géniteur lui-même, oui, ça va avoir un impact. Ça, c'est clair. Il faut qu'il se rende jusqu'à la reproduction. Puis, après ça, c'est d'autres facteurs qui vont entrer pour l'incubation des œufs. Pour les jeunes, c'est d'autres sensibilités. Chez les poissons, la sensibilité à la température est très différente d'un stade de développement à un autre. Ce qui dérange un géniteur n'est pas nécessairement ce qui va déranger un œuf ou ce qui va déranger un alevin ou ce qui va déranger un juvénile. Donc, c'est... Tu sais, surtout quand nos os se réchauffent, pour le moment, pour moi, le plus gros impact que je peux voir, c'est sur la santé des géniteurs. Les jeunes, en général, l'eau chaude, bien, jusqu'à un certain point, là, c'est sûr, là, mais est moins problématique là, dans les jeunes stades. Bien, c'est ça. Il y avait quand même il y a une plus grande résistance, un peu plus grande résistance que les... Oui, mais c'est parce que c'est des poissons... Il ne faut pas oublier que les jeunes sont des poissons d'eau douce. Oui. Tu sais, c'est des poissons adaptés à ces milieux-là. Là, les adultes, quand ils reviennent, n'oubliez pas, là, ils viennent de changer de milieu. Puis ils viennent changer aussi, pas juste de température, ils viennent de changer de salinité. Okay? Ils subissent plusieurs choses en même temps. Ça fait que leur tolérance, leurs fenêtres de tolérance sont différentes. Je parle beaucoup, Olivier. Oui, tout à fait. Excuse. D'accord avec Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est correct. C'est correct. Bien, je veux dire aussi que les salmonidés, puis ça, c'est intéressant, surtout les salmonidés migrateurs, là, moi, je les vois comme des grands parieurs. Hein? Ils sont toujours à parier que ailleurs, ça va être mieux. Puis sur la ressource acquise, donc ils font le pari d'aller plus loin pour acquérir plus de ressources. Puis après ça, ils font le pari de revenir pour se reproduire dans les eaux qui les ont vus naître. Fait que, c'est sûr qu'eux, ils accumulent une masse d'énergie fixe. Puis après ça, ben, ils espèrent que cette énergie-là acquise va être suffisante pour revenir, pour se reproduire, puis qu'ils vont être capables de compléter le cycle de vie. Fait que c'est sûr que c'est un pari qui est informé. Hein? L'évolution les a menés jusque-là, mais quand le milieu change, ben, des fois, le pari, le retour sur l'investissement est peut-être moins grand qu'avant. Puis c'est là le danger, là, c'est que finalement, à un moment donné, on vienne à ce que l'investissement est trop grand pour l'énergie qui a été acquise par la migration, puis que là, ben, le cycle se déboulonne. Je dois me souvenir de ça comme expression, Olivier, un parieur, j'aime ça. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'avais une question par rapport à quelque chose que tu as mentionné tantôt, puis ça me faisait penser à une question que je me pose régulièrement. On sait que les saumons vont se reproduire en rivière, fait que nos rivières sont un peu les pouponnières qui vont voir incuber les œufs. Les œufs vont incuber en termes en fait, leur vitesse de maturation va être très, très, très influencé par la température de la rivière. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait observer des modifications, disons, dans les timings ou dans peut-être la durée de l'incubation? Est-ce que ça pourrait avoir ce genre d'effet? La durée d'incubation est liée à ce que... on calcule la température pour les jeunes stades en termes de degrés-jour, de ce qu'ils vont accumuler de degrés de température à chaque journée. C'est clair que le temps d'incubation est lié à la température. Le principal problème qui peut arriver, c'est que quand les salmonidés naissent, ils ont un sac vitellin qui leur permet de vivre sur leur réserve jusqu'à un certain temps. Puis quand leurs réserves sont épuisées, il faut qu'ils aient commencé à se nourrir, puis il faut que les proies soient là. Ça fait qu'en termes de poissons, puis ça, c'est vrai pour les poissons marins, ce qui nous inquiète souvent dans les jeunes stades, c'est s'il y a une période de développement qui est raccourcie, est-ce que la disponibilité de nourriture, elle va être encore là au bon moment? Est-ce que le garde-manger va être au rendez-vous? C'est ça. Ça, c'est la question parce que produit pour les organismes marins, toutes les questions de recrutement sont liées à ça, là.
Donc, effectivement, si les températures pendant les périodes d'incubation augmentent, puis augmentent pendant la période où ils ont leur sac vitellin, donc ils vont l'utiliser plus rapidement, il faut que les proies soient au rendez-vous quand ils vont avoir juste sur l'alimentation qu'on appelle exogène, quand il va falloir qu'ils mangent par eux autres mêmes, là, parce que ce que leur mère leur a laissé, ce sera plus suffisant. Donc, effectivement, là aussi, il y a une question de disponibilité des proies au bon moment. Qu'est-ce qui va arriver avec les proies en fonction du même changement? Je ne sais pas. Ben c'est ça, c'est toute l'interconnexion, la synchronicité, en fait, au niveau des cycles de vie des différentes espèces. C'est absolument fascinant. Puis on pourrait éventuellement se dire, comme on disait tantôt, il peut même y avoir d'autres espèces éventuellement qui deviennent des proies qui ne sont pas nécessairement des proies juste parce que ça devient les proies qui sont disponibles à un moment où... Mais pour ce qui est de trophique, je pense que Olivier est meilleur que moi là, pour ces affaires-là, ces liens-là. T'es-tu magnétisé pour les jeunes? Oui. Là? Céline l'a très bien mentionné, là, cette période, puis même dans la littérature sur le recrutement des poissons, on l'appelle la période critique, là. Ce moment où est-ce que notre jeune a épuisé ses réserves, puis que là, il a besoin de s'alimenter sur les proies disponibles dans le milieu, là, il faut que ce soit bien synchronisé, là, comme Céline l'a dit. La chance, entre guillemets, que notre saumon a, nos jeunes saumons ont dans les rivières, les ruisseaux d'eau douce, c'est que ces proies-là, elles sont très, très variables, puis que même le ruisseau, souvent, c'est pas ces petits ruisseaux-là qui sont fréquentés par les jeunes alevins, là, ils sont très influencés aussi par le terrestre, parce qu'il vient de la terre. Donc, des insectes terrestres aussi qui tombent dans l'eau puis qui dévalent des petites algues. Fait que peut-être que les régimes vont aussi aider à avoir ces sources alternatives de nourriture-là qui peuvent être présents. Là, c'est des milieux qui sont plus productifs, plus flexibles un peu là, que les grandes rivières. Fait que, espérons que les sources continuent à être disponibles au bon moment, là, mais c'est sûr que cette synchronicité-là, elle est déterminante pour le reste de la vie de nos saumons en rivière. Puis pour rester dans la synchronicité, moi, je trouve ça fascinant parce que il y a cette synchronicité en rivière où là, vraiment, il faut que tout arrive au bon moment pour que ça marche. Puis c'est la même chose dans la partie océanique. Après, cette synchronicité-là de la présence des proies pour les saumons qui vont aller en mer, mais pas juste les proies. Si tout ça change, les prédateurs du saumon dans l'écosystème, parce qu'il y a les proies, mais au-dessus, il y a ceux qui vont les bouffer aussi. Il y en a une question de timing qui se retrouve là aussi, j'imagine. C'est sûr que quand on dit que les changements climatiques affectent les mouvements, la physiologie, tout ça, mais ce qu'on dit aussi en général, c'est que ça affecte tout le reste. Ça affecte les proies, ça affecte les prédateurs, ça affecte les parasites, puis ça affecte tous les agents qui sont, qui vont créer des maladies, là, tout ce qui est pathogène. Fait que c'est un ensemble de toutes ces dimensions-là sont importantes. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça joue. Moi, j'ai l'impression que c'est comme... Moi, je te regarde, Olivier, je sais pas. C'est ce que je peux répondre, oui, c'est que tout à fait, tu as raison. Tu as raison, Céline, tout ça risque de changer. Puis, tu sais, le régime de prédation sur le saumon, en fait, il n'y a pas beaucoup d'études sur ce sujet-là. On n'a pas des connaissances super fines. Mais il y en a quelques-unes là, sur des poissons qui ont été marqués avec des marqueurs télémétriques, là, des balises GPS. Puis on a vu que la mortalité, les saumons, ils vivent beaucoup de mortalité dans le golfe là, avant de sortir là, vers les sites plus pélagiques de nourrissage, où est-ce que là, on estime qu'ils sont probablement moins affectés par les prédateurs. Là, le milieu est plus ouvert, là, ils sont peut-être moins interceptés par les prédateurs, mais c'est sûr que lorsqu'ils sont jeunes smolts là, qui commencent à sortir, à vouloir sortir du golfe, là, c'est là qu'ils peuvent être sujets à plusieurs prédations. Puis là, on les a nommés, hein, c'est de la prédation par les autres poissons, mais aussi par des mammifères, potentiellement même des oiseaux aussi là, qui peuvent
peuvent être prédateurs de ces saumons-là avant qu'ils puissent s'enfuir vers les lieux de nourrissage, là, puis hiverner, en fait, là, au moins un hiver. Là. Moi, je trouve ça tellement complexe. C'est comme si tu veux déplacer une maison, mais que les madriers sont tous déplacés séparément puis se déplacent pas à la même vitesse. Fait que de revoir la même maison 2 jours plus tard, c'est quasiment impossible. Là. C'est ce tout qu'on change. disait au début, c'est un système en changement, mais on ne sait pas comment il va... On a des observateurs du changement, on ne contrôle pas ce changement-là. Donc, donner toutes les réponses à ce stade-ci, c'est pas possible. Puis quand on parle, tantôt tu parlais d'impact cumulé, puis de ton saumon, que bon, s'il est affecté par le froid, ben il faut pas que tu y en rajoutes une couche parce que là, c'est... Alors, le froid, là, c'est même pas ça, là. C'est quand il atteint une certaine température, il est juste final. C'est final. Mais en général, dans tous les effets du changement climatique dans les écosystèmes, ça ne va pas juste affecter une affaire. Les pêcheries vont être différentes, les proies vont être différentes, la disponibilité va être différente, les prédateurs, l'environnement. Puis, il y a des études qui se font sur le cumul de tout ça aussi. Les impacts cumulés, souvent, c'est encore pire que... Tu sais, l'espèce d'expression qui dit « le tout est plus grand que la somme de ses parties », là, ben dans des études écosystémiques, on se rend compte que si on additionne l'impact de la pêche, plus l'impact de la température, plus tout ça, ça donne un impact de plus qui est l'effet combiné de tout ça, qui est plus grand que si on fait juste additionner les... On a juste pensé à nous autres. Si on est malade, puis ça va pas bien, puis qu'on subit d'autres stress, à part ça, puis qu'on a des mauvaises nouvelles, ça va être encore plus difficile. C'est la même chose, je veux dire, tu sais, il y a une limite à ce qu'un organisme peut répondre. La réponse au stress, par définition, c'est une réponse qu'on appelle non spécifique. C'est-à-dire que c'est toujours la même réponse, OK? Ton système se met en place pour te donner de l'énergie puis te donner plus d'hémoglobine pour que tu puisses plus traiter d'oxygène, tu sais, d'avoir plus d'oxygène en même temps. C'est toujours ça. C'est toujours la réponse de base. Sauf qu'elle a des effets secondaires, cette réponse-là. Puis si tu la maintiens, puis si tu la... À un moment donné, ton organisme, c'est trop. Il va répondre négativement. La réponse au stress, c'est pas une réponse qui est problématique en soi. C'est une réponse évolutive qui te permet de survivre. Mais si à un moment donné, on t'en met trop sur le dos, ton organisme, c'est sûr qu'il va avoir plein d'effets secondaires. Ça va toucher toute la question d'immunité. Tu vas devenir plus sensible à toutes sortes d'autres choses. Tu sais, ton système s'épuise, en fait. Si je veux le dire de façon simple, t'épuises ton système avec des stress cumulés. Puis à un moment donné, il est juste plus capable de faire face. C'est aussi simple que ça. Puis on l'oublie, ça, souvent. Exact. Puis tu sais, c'est non spécifique dans un individu vivant, puis c'est non spécifique à une espèce parce que finalement... C'est la même. C'est la même C'est la même affaire chez tous les vertébrés. Chez tous les vertébrés, c'est la même séquence de réponses. Fait que c'est une réponse qu'on connaît super bien. Puis on sait que c'est ça. Elle a ses limites. Elle est évolutive. Elle te permet de réagir vite s'il se passe quelque chose. Mais c'est bon dans des questions de stress aigu qui arrivent juste d'un coup, qui sont rapides puis qui ne durent pas longtemps. Mais quand ça dure trop longtemps, que c'est intense, puis tu en rajoutes des couches, non, ton organisme ne peut plus faire face. Puis est-ce que on voit des adaptations à ça? Est-ce que nos animaux ou les vertébrés peuvent devenir plus performants à répondre au changement de température? Est-ce qu'on voit cette évolution-là ou c'est une espèce de réponse qui est codée, ça fonctionne tout le temps de la même façon? Y a-t-il moyen d'être plus efficace dans cette réponse-là? Je vais vous donner juste un petit exemple. Oui, il y a moyen d'être plus efficace. Puis ce qu'on a vu avec... c'est des choses qu'on a fait avec quelqu'un qu'on aimait beaucoup, Olivier et moi, avec Louis Bernacci. On a fait un projet sur l'ombre de fontaine, sur l'épigénétique. Tu changes la température des parents au moment de la maturation des gonades, puis ça a un effet sur les jeunes, sur leur tolérance thermique, puis sur leur réponse au stress, qui sont comme le stress oxydatif et tout ça qu'on va voir plus au niveau cellulaire. Donc, il y a comme un message des parents pour dire « OK, l'eau était plus chaude, là, puis là, il faut qu'on se réajuste autrement. » Donc, oui, tu sais, il y a des réponses possibles, mais je veux dire, elles ont leurs limites, là, tu sais. Donc, c'est pas noir, c'est pas blanc. Tu sais, tout à l'heure, je vous parlais du froid, que c'était noir puis c'était blanc. Faites attention, là, je parle juste d'une limite, mais vraiment d'une limite physiologique. Mais sinon, l'eau froide, c'est pas un problème, là, tu sais.
je veux qu'on se comprenne bien. Je veux pas dire que si c'est à 2 degrés, c'est un problème, ça n'est pas pantoute. Mais, donc, oui, il y a des moyens pour les animaux. Les animaux s'ajustent. Il y a des moyens, il y a des réponses qui vont être créées, mais ça a une certaine limite. Et j'imagine que, encore une fois, l'évolution étant ce qu'elle est, la vitesse à laquelle ça se passe naturellement n'a rien à voir avec la vitesse des changements auxquels il faudrait s'adapter à l'heure actuelle. Je te laisse parler en premier. On te regarde, Olivier. T'as raison, Lynn, que la vitesse des changements est très différente de tout ce que ces espèces-là ont vécu par le passé. Il faut en être conscient. Est-ce qu'ils vont être capables de réagir? Tu sais, ça, c'est un grand questionnement qu'on a. Je le rappelle quand même, puis Céline l'a déjà mentionné un peu, c'est des espèces qui vivent sur la Terre quand même depuis des milliers d'années, qui ont vécu des glaciations. Tu sais, le saumon, il y a 10 à 16 000 ans, là, tu sais, il vivait probablement dans des rivières aux abords d'énormes glaciers là, à des centaines de kilomètres d'ici, là, puis il a été capable de vivre dans ces conditions-là aussi. On peut penser qu'il y a un panel de réactions possibles dans cet organisme-là qui peuvent l'aider à supporter bien des changements. Le grand questionnement, c'est est-ce que tous ces outils-là, est-ce que le trousseau d'outils évolutifs que le saumon a va être suffisant pour ce qui s'en vient? Je pense qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Il faut l'espérer puis peut-être essayer de faire le mieux qu'on peut pour faciliter là, ce parcours-là du saumon dans les prochaines décennies. Mais je pense que tu as raison. Ouais. Je trouve ça le fun de le mettre un peu dans cette perspective-là. Je trouve le trousseau d'outils, mais tu sais, justement, c'est important pour nos auditeurs aussi de comprendre, puis ça, c'est vrai pour tous les vivants, c'est avec un même code génétique. Fait que oui, il y a le côté évolution, mais avec un même gène, dans des conditions X, Y, Z, il peut y avoir des expressions différentes qui donnent finalement cette flexibilité-là, cette plasticité-là naturelle du vivant qu'on est capable d'avoir un... Mais c'est pour ça que l'épigénétique, tu sais ce qu'on appelle l'épigénétique, je vais juste le dire de façon facile, là, c'est qu'on a notre chaîne d'ADN, mais autour de notre chaîne d'ADN, il y a autre chose, il y a des protéines, il y a toutes sortes de choses. Et quand on parle d'épigénétique, c'est des changements dans l'environnement de l'ADN qui peuvent être transmissibles et qui vont changer l'expression des gènes. Donc ça se produit beaucoup plus rapidement que ce qu'on a... Tu sais, avant, on disait, évolutivement, ça ne sera pas possible parce que l'évolution, c'est quoi? C'est des mutations qui apparaissent par hasard et tout ça. Mais maintenant, on est très intéressé par tous ces phénomènes-là qui vont venir changer l'expression des gènes et qui peuvent être transmissibles. Effectivement, ça ne change pas la chaîne d'ADN, mais ça change l'environnement et ça, c'est des changements qui peuvent être transmissibles d'une génération à l'autre. Donc, d'amener des changements de la plasticité différente ou des changements beaucoup plus rapides, d'une génération sur une autre. Mais là, c'est sûr que ça a ses limites. Puis comme dit Olivier, je pense que ça, c'est vraiment super important. Il faut qu'on puisse aider quelque part nos espèces à... Tu sais, dans des transitions hyper rapides, il ne faut pas qu'on leur Moi, je dirais qu'il ne faut pas qu'on leur en mettre plus sur le dos que ce qu'elles ont déjà. Là. Bien, moi, ça me fait penser à... Là, on parle de comment aider les saumons, mais d'un point de vue vraiment technique, là, qui appartient plus aux chercheurs, je pense, qu'au commun des mortels, là, mais ça existe, la génétique assistée, ou les aider à être plus performants dans leur... C'est-tu possible pour le saumon d'aller jouer sur leur génétique comme ça ou d'aller jouer sur ce qu'il y a autour de l'ADN, puis pour les aider, ou si on fait juste regarder puis attendre que le phénomène se passe? Je pense que pour ce qui est épigénétique, on peut regarder si le phénomène se passe. J'ai aucune idée de comment on pourrait aller manipuler ça. Au niveau de la manipulation des gènes, je ne sais pas si tu te rappelles, ça a déjà été fait à Terre-Neuve. Fletcher qui avait mis des gènes de protéines antigel dans le saumon. Puis, bon, c'était là, mais il ne pouvait pas l'exprimer. Mais là, on joue à une autre échelle. Là, je ne suis pas sûre que moi, je m'en dirais là-dedans. Ouais. Tu sais. Mais au niveau de l'épigénétique, je ne sais pas, toi, moi, je ne vois pas comment on peut aller jouer là-dessus. On peut regarder si ça se passe ou non, mais nos connaissances ne sont pas rendues là. Es-tu d'accord avec moi?
Oui, je suis assez d'accord que je ne sais pas à quel point on peut influencer ça. Ça me semble. J'ai comme l'idée de dire faisons confiance à la Oui. machinerie qui existe déjà dans le saumon. Puis j'ai lu, en préparation de notre rencontre aujourd'hui, j'ai lu quand même plusieurs textes là, tu sais, sur le saumon puis les changements climatiques. J'ai trouvé des citations assez inspirantes là, de finalement quoi faire, tu sais, c'est quoi les solutions. Je pense que nous, comme comme la vie en mer est une grande boîte noire qu'on a de la difficulté à contrôler, puis oui, tu sais, on peut avoir nos propres... tu sais, il faut lutter contre les changements climatiques, mais si on pense au saumon, là, c'est quoi faire. Puis je disais en fait que je pense que faciliter le plus possible la vie en rivière, diminuer les stress, hein, tu sais, donc s'assurer que nos rivières produisent un saumon, un smolt qui, quand il va sortir de la rivière, il va avoir vécu le moins de stress possible, il va être au maximum de sa forme puis de ses capacités. Ben, de le préparer à affronter le reste, je pense que ça, c'est le bout qu'on peut contrôler. Mhm. Réaménager le bord de nos rivières, s'assurer que les refuges thermiques soient là. Ça, c'est des choses qui sont à notre portée puis qui, à mon avis, peuvent avoir un effet significatif sur la mortalité en mer. Ça, pourra difficilement le contrôler. Bien, tu sais, justement, Mathieu, je suis d'accord avec toi, tu disant, je penserais pas qu'on puisse jouer directement dans la génétique, puis après, il y a quelque chose de tellement beau dans ce qui existe déjà, mais prendre soin de tout, qu'est-ce qu'on peut prendre soin dans l'environnement pour diminuer ces stresseurs-là, assurément qu'on peut faire énormément de choses, ça, c'est sûr et certain. En ce qui concerne peut-être justement plus le côté en mer, un des éléments dont on a vraiment plus parlé cette année puis qui a commencé d'être plus populaire comme sujet, on a parlé souvent des prédateurs, mais très peu des proies. Puis ça nous a amené à nous intéresser aussi aux proies du saumon atlantique qui, eux aussi, vivent des impacts des changements climatiques, vivent les impacts des modalités de pêche, puisque certaines subissent encore peut-être des pêches commerciales qui sont gérées différemment, puis assurément qui ont un impact qui est différent au niveau des populations. On pense au caplan, au lançon, les espèces de poissons fourrage aussi. Puis en cherchant dans les derniers mois là-dessus, je me rendais compte qu'il y a beaucoup d'études. C'est comme une boîte noire, mais on se rend compte qu'il y a de ces espèces-là qui sont comme à la base de la chaîne alimentaire qui vont pas très bien. Puis peut-être par extension, est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur le saumon atlantique, mais là-dessus, par exemple, sur nos modalités de pêche commerciale, bien, on a du contrôle, on peut faire des choses aussi. Toute la question des poissons fourrage, c'en est une importante. C'est vrai qu'il y a plusieurs populations qui sont en train... Mais elles aussi, c'est ça, les populations changent, là. Elles aussi, elles sont... Mais il y a eu... Je pense qu'une des grandes erreurs... Là, peut-être que je m'enligne dans quelque chose d'autre, là. Mais une des grandes erreurs que les humains ont fait, ça a été à un moment donné aussi de reporter. On le fait pas tellement au Canada, là, j'avoue. Mais ailleurs dans le monde, beaucoup de reporter de la pêche sur les espèces fourrages. Ça, là, ça a été... Tu sais, quand la FAO met ses chiffres puis qu'on voit que ces espèces-là, maintenant, sont comme les autres, là, qu'elles ont vraiment des gros problèmes, bien, on a joué à la chaîne... on a joué dans la chaîne trophique, ça, c'est clair et net. La FAO, pour nos auditeurs? C'est l'Organisation mondiale, c'est l'ONU, mais pour tout ce qui est alimentation. C'est ça. Pêcherie et alimentation. Pêcherie et alimentation. Puis, c'est ça, les espèces fourrages sont Avant, on allait vers plus des espèces carnivores et tout ça qu'on allait exploiter. Puis on s'est mis à exploiter tout le reste là, de la chaîne alimentaire, ce qui n'était vraiment pas une bonne idée. Mais ces espèces-là, en plus, elles subissent exactement les mêmes changements climatiques. Elles aussi, elles ont leurs besoins, puis tout ça. Puis on les a moins étudiées. Le problème, c'est que la recherche va toujours vers des espèces qui ont des intérêts économiques. C'est comme ça que tu vas avoir de l'argent pour faire de la recherche. Les autres espèces, là, aller chercher de l'argent pour étudier des espèces fourrages, c'est pas mal plus compliqué. C'est moins sexy. C'est moins sexy. Puis effectivement, on les connaît pas bien, puis donc on sait pas qu'est-ce qui leur arrive. Et ça, c'est problématique. Mais on sait qu'elles vont moins bien. Bien, elles sont en train de changer. Elles aussi, leur environnement change. Elles subissent exactement le même changement d'écosystème. Donc, elles aussi, elles varient. Il se passe des choses, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis moi, juste pour revenir là-dessus... Oui, je suis tout à fait d'accord. Vas-y, Olivier. Oui. Vas-y. Bien, je voulais juste dire que je suis
tellement en accord avec Céline, puis avec cette idée que les espèces, ces espèces-là, fourragent, vivent des changements, puis que des fois, présentement, c'est un peu à l'aveugle là, qu'on navigue. Des exemples là, peut-être anecdotiques pour l'instant, mais pensons par exemple à l'éperlan arc-en-ciel là, dans le golfe du Saint-Laurent. Je vous invite à vous promener sur la côte, puis à aller voir les pêcheurs d'éperlan arc-en-ciel, puis à leur demander, puis tes 2-3 dernières saisons, comment ça se passe? Ben, ils vont premièrement te dire que leurs filets, ils les mettent pas à l'eau parce que la glace ne favorise pas, et même que ceux qui peuvent pêcher en rivière, ben, ils voient des retours en rivière faméliques comparé à ce qui s'est passé avant. Puis, tu sais, présentement, cette espèce-là tombe dans une craque, personne ne veut s'en occuper réellement, puis on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec ce poisson-fourrage-là. Puis là, je vous parle d'une espèce qui est exploitée commercialement. On a parlé du lançon tout à l'heure. Les suivis sont pas toujours parfaits pour ces espèces-là, puis on navigue beaucoup à l'aveugle à savoir quel est le statut de ces populations-là. Puis tu sais, tu parles de les 3 dernières années avec l'éperlan arc-en-ciel, bien, je me rappelle, il y a 2 ans, le Caplan qui n'a pas roulé en Gaspésie, puis c'est à Côte-Nord. J'étais à Côte-Nord à ce moment-là, puis je parlais au monde, on parlait que de ça, mais je trouve ça quasiment épouvantable que ça ne fasse pas les nouvelles nationales, là, dans le sens où, hey, c'est épouvantable, il y a des choses comme ça qui se passent, qui soutiennent tout un écosystème, des poissons fourrages qui sont nécessaires, puis on ne s'alarme pas plus que ça du fait qu'ils sont pas là. Non, c'est ça. C'est notre capacité à aller chercher de l'information sur les espèces est vraiment contrôlée, pas par nos intérêts, mais par des facteurs de financement. C'est bête à dire, mais par des facteurs de financement. Il y a des espèces sur lesquelles moi, je travaille puis qui m'intéressent énormément puis que je vois disparaître puis il n'y a pas de fond là-dessus parce que c'est pas des espèces intéressantes au niveau commercial. La plie rouge qu'on pêchait partout, qui avait des fascines tout le long du Saint-Laurent, il n'y en a plus. Puis il n'y a personne qui s'intéresse là-dessus, qui fait des recherches. Ils tombent. Nos poissons plats, en général, ils sont tous en train de tomber, sauf le flétan atlantique. Qui s'en occupe? Oui, il y a des chercheurs au MPO, c'est ça, ils connaissent, ils ont les données, ils savent que ça tombe, les données de pêcherie, mais fait que, il y a plein de... Tu sais, c'est ça, des fois, on s'intéresse à une espèce en particulier, mais il ne faut pas oublier qu'elle évolue dans un écosystème. Puis là, comme on disait tout à l'heure, cet écosystème-là change, puis toutes les espèces changent, puis il y en a plusieurs pour lesquelles on a 0 information, puis qu'on n'est pas capable d'aller chercher l'information. Point à la ligne. Fait que c'est très difficile. Puis ça fait vraiment quand même longtemps que c'est comme ça, parce que je me rappelle, moi, quand je faisais ma maîtrise en modélisation des écosystèmes, bien, il fallait aller chercher cette information-là sur chacune des boîtes dans notre réseau trophique, puis on avait des grandes boîtes noires. Puis là où il y a de l'intérêt d'un point de vue de la recherche, puis c'est la même chose d'un point de vue de la gestion, c'est sur ces grandes espèces commerciales desquelles on peut bénéficier d'un point de vue de pêche ou d'exploitation des ressources. Puis Daniel Pauly, dans ses travaux, quand il crie à la surexploitation des systèmes marins, bien, il a démontré à quel point on pêchait des grands poissons. Quand il n'y en avait plus, on a pêché les plus petits, puis les plus petits. Puis là, bien, on se retrouve à pêcher ce qui reste. Puis c'est ce qui est à la base de la chaîne alimentaire. Puis en pêchant ça, on affecte ceux qui sont plus là, puis qui en arrachent, comme les plus grands prédateurs, les saumons, tout ça. Donc, cette vision-là, globale, elle est nécessaire, mais mon Dieu que c'est long à faire changer ça. Dans les intérêts de recherche, où les gens vont dire, ben moi, je suis un expert de tel truc, puis je vais passer ma carrière à étudier telle espèce parce que c'est une espèce d'importance commerciale, puis on va avoir des fonds là-dessus. Mais d'un point de vue de la gestion aussi, on fait encore de la gestion monospécifique, où on gère une espèce sans égard à ce que ça va avoir comme impact sur les autres à côté, qui soient ou non d'importance commerciale, mais de casser ça pour avoir une approche holistique, c'est difficile à c'est vraiment difficile. Est-ce que vous voyez quand même des efforts de fait un peu plus dans ce sens-là, que ce soit au niveau des chercheurs ou de thématiques de recherche, de justement essayer de casser ça puis d'avoir des approches un peu plus holistiques, ou c'est encore très difficile? Je dirais que souvent, c'est parce que je veux juste rappeler vos éditeurs, pour Olivier, c'est parce qu'il est sur un Zoom, fait qu'on le voit moins, puis je parle toujours en premier. Mais
Non, c'est ça, c'est que je pense pas que ça vienne des chercheurs, parce que la plupart des chercheurs, ils travaillent pas juste sur une chose, c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, vous regarderiez l'ensemble des espèces sur lesquelles je travaille, sur lesquelles Olivier travaille, c'est très large. Mais on sait qu'on a plus de facilité à aller chercher des sous quand on travaille sur une espèce plutôt qu'une autre. Je pense pas que ça vienne des chercheurs. Il y a vraiment un intérêt général quand on est dans ce milieu-là, puis on est capable d'interagir ensemble. Je pense que c'est l'environnement d'avoir des sous pour faire de la recherche qui nous limite. Moi, je pense que c'est ça, plus que d'autres choses, mais c'est pas dans les... On touche à plein d'espèces. Moi, je dois toucher à 5-6 en même temps, puis je pense qu'on est tous pareils. Olivier, Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pas. J'ai plusieurs chapeaux, là. J'ai plusieurs intérêts de différentes espèces. Tu sais, c'est pas une espèce qui me définit. Je travaille notamment sur les poissons fourrages, bon, au lac Saint-Jean, près de chez moi, mais ça nous intéresse. Tu sais, on est plusieurs à avoir des intérêts sur ces poissons-là. Puis comme on le dit, des fois, c'est le manque je dirais pas que notre sujet n'est pas sexy, mais des fois, il est moins vendeur, là. Fait que, tu sais, on attire moins les fonds avec ce genre de projet-là, mais on espère que des activités comme on fait aujourd'hui, puis des prises de conscience vont peut-être nous amener à pouvoir diversifier encore plus, là, puis s'intéresser à ces questions-là. Puis les chercheurs sont créatifs, sont capables d'utiliser des fonds de recherche sur une espèce sexy qui rapporte. Très créatifs. Puis après ça, tu utilises ces capacités-là pour continuer d'étudier les autres espèces, puis c'est super important de le faire. Ben c'est ça, puis justement, je trouve ça le fun qu'on mentionne ça, puis assurément que le saumon atlantique est une espèce sexy qui peut nous permettre d'aller plus loin. Puis, je veux dire, des discussions comme ça, moi, ça fait 10 ans que je porte ce message-là. Je suis une amoureuse de la science, mais en même temps, dans le domaine au BNL, qu'on a des discussions avec autant avec les citoyens, les pêcheurs, les gestionnaires de rivières, le monde académique, le monde gouvernemental, puis si le saumon atlantique peut être un phare pour mettre de la lumière à travers ces questions-là aussi, puis ces questions de fond environnementales-là qui vont faire en sorte que si on peut amener de l'argent, financer des recherches qui vont, oui, servir au saumon, mais faire rayonner. Plein d'autres. On dit que c'est le roi des rivières, c'est pas pour rien. Mais ça, c'est une approche qu'on utilise en conservation, puis on appelle ça des espèces parapluies. On va travailler sur une espèce parce que c'est plus facile pour toutes sortes de raisons, mais ça va bénéficier plein d'autres choses autour. Puis c'est ce qu'ils ont fait avec le beluga quand ils ont commencé à faire des recherches, puis des zones, des plans de protection, puis tout ça. Oui, c'était le beluga qui était la tête d'affiche, mais ça a bénéficié plein d'autres choses parce que pour que notre saumon, notre beluga, ou peu importe notre espèce parapluie aille bien, bien évidemment que ça va lui prendre un garde-manger qui va bien, puis évidemment que ça va lui prendre des habitats qui vont bien. Donc, tant mieux si notre saumon atlantique est comme notre ambassadeur, puis qui est plus convaincant que les autres. J'espère, en tout cas. Ouais. Il y a des chercheurs qui utilisent ça, puis c'est une super bonne stratégie parce que l'impact global est décuplé là, par rapport à juste une espèce. Ah, c'est ça, c'est sûr et certain. Ouais. Puis, mais tout ce qu'on vient de dire, c'est ça, ça nous ramène un petit peu au début pour dire à quel point, pour comprendre qu'est-ce qui arrive au saumon, il faut comprendre pas juste les caractéristiques physiques de son environnement, mais comment tout le reste autour, comment toutes les espèces qui font partie de cet écosystème-là, puis qui sont justement en rapport avec lui, changent aussi en même temps. Tant qu'on n'aura pas tous ces morceaux-là du puzzle, répondre à toutes les questions va être extrêmement difficile. Donc, il reste encore beaucoup de place pour les étudiants qui veulent aller explorer ou comprendre ou avancer les connaissances dans ce domaine-là. Je pense que dans tout ce qui touche les poissons, mon Dieu, qu'il y a de la place pour de la recherche. Olivier, as-tu de la place dans ton labo? Ben oui, j'ai de la place. Puis, tu sais, je dirais que c'est le fun que Céline et moi, on soit là. Peut-être que les auditeurs qui sont en audio le sentent pas parce que Céline est toujours jeune dans sa voix, mais je pense qu'on représente deux générations différentes. Puis, ce qu'on constate présentement, moi, ce que je vois, c'est que
qu'il y a eu beaucoup d'effervescence au Québec dans ce domaine-là. Puis il y a été plusieurs années où est-ce que les jeunes chercheurs étaient pas si jeunes que ça. Puis là, maintenant, on a plein de nouvelles personnes autour des tables. Puis il y a plein d'avenues possibles, là. Fait que oui, je les invite dans mon laboratoire, bien évidemment, mais aussi dans ceux de mes collègues, si ça leur plaît. On est plusieurs, puis on a de la place pour tout le monde. Mais je sais pas si t'es comme moi, parce que quand il y a des jeunes qui arrivent puis disent... Tu sais, ils sont toujours inquiets à savoir s'il va y avoir des questions pas répondues ou si on a place. Je veux dire, mon Dieu, s'il y a un domaine dans lequel il y a de la place pour des années puis des générations, c'est bien dans le nôtre. C'est pas un problème de trouver des questions de recherche. Puis tu parlais de l'effervescence aussi. Ben, tu sais, je veux dire, je parle le CIRSA qui est en train d'élargir, je veux dire, puis de renouveler un peu les chercheurs qui s'affilient. Puis c'est vraiment dans... Tu sais, je trouve qu'il y a cette mentalité-là ou de vouloir un peu utiliser le saumon atlantique, mais comme justement dans cette optique-là d'espèce parapluie, mais aussi dans cette optique-là de partager de l'information dans des réseaux où on a des chercheurs aux intérêts, aux compétences et aux étudiants qui sont complémentaires. Ça, c'est vraiment beau. Puis ça se passe aussi, je trouve, à une échelle... à l'échelle comme nord-américaine, là, il y a le plan conjoint de recherche sur le saumon atlantique qui existe depuis un certain temps, qui est une initiative issue des pêches et océans Canada, mais que je trouve qu'il y a comme un renouveau aussi dans les 2-3 dernières années où il y a une participation, puis on dirait un désir qui est franchement grandissant pour cette collaboration-là, puis d'essayer de voir des spécialités en dehors justement des biologistes peut-être un peu plus physiologiques qu'on voyait avant dans des groupes, mais là, on étend des océanographes, des gens qui sont plus biologie, des gens plus écologie, des gens... On voit très large. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, même physiologie, on voyait pas ça souvent. Les gens disaient, pourquoi faire de la physiologie? Il y avait vraiment un accent sur l'écologie, mais faire de la physio, tu sais, intégrer des physiologistes des poissons, on voyait ça comme moins... pertinent, tu sais, les gens avaient de la misère à voir la pertinence de tout ça. Puis, les chercheurs ont toujours... Moi, je pense qu'il y a toujours eu cette volonté-là de travailler en... Tu sais, le Québec a un modèle, on oublie souvent, mais le Québec a un modèle de réseau de recherche qui est assez unique, hein, qui est unique au Canada, regroupement stratégique et tout ça. Mais les chercheurs ont toujours eu un appétit, je pense, pour travailler ensemble. Mais ce que je revois, c'est que depuis la COVID, l'appétit est encore plus grand parce qu'on a tous souffert. On a tellement souffert de voir à quel point nos réseaux, hein, on n'était plus capable de se parler, puis on a vu à quel point ça nous faisait mal d'avoir perdu cet environnement-là. Fait que je pense que ça... L'appétit est encore plus grand, mais ça montre qu'il était déjà là parce que, mon Dieu, que ça nous a manqué. L'interdisciplinarité ouais, dont on parlait tantôt, c'est ça, là. C'est un peu l'avenir de travailler toutes sortes de disciplines ensemble, puis de créer j'ai fait ça chose. toute ma vie. Ben oui, fait toi, tu l'avais dans ton ADN. Moi, j'ai toujours cru que c'était là et que ça devait être là. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Je n'ai jamais fait un projet toute seule sans qu'il soit en collaboration avec des gens de d'autres disciplines. Pour moi, c'est essentiel. Mais je pense que ça vient avec ma discipline. Tu sais, quand on dit écophysiologie, déjà. Physiologiste, mais déjà, ça veut dire que j'ai besoin de monde qui comprennent l'écologie mieux que moi, je la comprends. Parce que mon assise, c'est la physio. Je l'ai toujours fait. Je pense que dans le domaine, toi, que tu fais, Olivier, avec maintenant, où tu fais beaucoup aussi d'autolitométrie, tu peux pas sortir de là non plus. T'es vraiment là-dedans aussi, puis on est... Ben oui, tout à fait. On a toujours besoin de quelqu'un de meilleur que nous dans les autres domaines, là. Moi, je travaille quotidiennement avec des géologues pour faire des analyses de chimie, d'autolite, avec des géographes pour cartographier les rivières, pour comprendre comment les sédiments bougent dans les rivières, puis avec toutes sortes d'autres personnes qui ont des spécialités différentes de la mienne, puis qui viennent contribuer. Là, c'est un modèle auquel je crois beaucoup. Puis c'est un bel exemple, le saumon aujourd'hui, puis notre discussion, parce que comme Myriam l'a dit, on a parlé d'océanographie physique, de différentes espèces, de toutes sortes de disciplines qui peuvent contribuer au même objectif. Puis, tu sais, j'irais comme plus loin aussi de ce que j'observe. Il y a non seulement cette
multidisciplinarité-là au niveau de la recherche, mais on voit de plus en plus de gens de sciences qui sont dans des milieux peut-être moins traditionnellement avec des milieux de sciences, comme toi. Comme moi, directrice générale de la FQSA, mais avec des études scientifiques où on a des gens qui ont des études graduées puis qui sont à même de comprendre, mais dans un rôle qui est différent et qui est complémentaire à celui du milieu académique, où on peut continuer d'être des courroies. Puis c'est pareil comme quand je vois, il y a de plus en plus, nous autres, au niveau des directions générales, là, des gestionnaires de rivières qui sont aussi issus, qui sont soit des techniques qui sont reliées avec l'environnement, qui sont des biologistes, qui ont différents types d'études, mais qui sont justement ces courroies-là pour amener la science au niveau de la gestion plus quotidienne de certains types d'opérations. Puis ça, c'est intéressant en boulot. La science, c'est pas l'apanage du milieu académique. Non. Pas du tout. Puis, tu sais, quand on parle des fois de décalage entre la science et la société, c'est parce qu'on fait pas assez, on montre pas assez à quel point la science, elle est partout, puis elle est dans toutes les sphères de nos activités, puis qu'elle est importante. Nous, on génère certaines choses en milieu académique, mais la science est au-delà de ça, pour moi, là. Puis oui, elle est partout. Je veux dire, nos étudiants qu'on forme, ils vont dans toutes sortes de domaines. Puis, ce qu'ils vont apporter comme connaissance, c'est super important. Puis souvent, ils vont l'appliquer de façon très différente de ce que nous, on ferait. En fait, ils vont l'appliquer alors que nous autres, on ne l'applique pas vraiment. Tu sais, on essaie juste d'en générer. Mais pour moi, c'est vraiment tellement au-delà de l'académique. Puis le saumon rassemble tout ce beau monde-là dans plein de facettes différentes. Puis je pense que ça, c'est super inspirant. Moi, j'ai été inspirée parce que je pensais vraiment qu'on allait faire un épisode changement climatique avec des choses qui parlent de menaces, puis d'un épisode un peu gris, là, puis ça a été tout sauf gris. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir, puis juste dans la synergie de voir que il y a des gens qui veulent travailler ensemble, puis qu'on a vraiment présentement quelque chose qui se passe, là. Ça me fait voir le futur du saumon puis de nos écosystèmes d'une belle façon. Puis juste de voir puis de recevoir vos connaissances puis la passion que vous avez à en parler, c'était du bonbon. Je pense que c'était vraiment du bonbon. Oui. Olivier, Céline, merci vraiment d'avoir passé. Ça a tellement passé vite. Ça fait plus qu'1 heure qu'on se parle. Puis c'était vraiment génial. Merci aux gens qui nous écoutent d'avoir passé cette heure-là avec nous. Je suis sûre que vous êtes aussi inspirés que nous. Merci, Myriam. Merci, Lynn. Puis, on continue de garder de l'espoir et de penser à ces saumons-là comme nos rassembleurs qui nous font travailler ensemble. Merci à vous. Merci.